Bonjour, je suis Margot Farjanel, diététicienne nutritionniste et aujourd'hui je vais parler avec vous de l'alimentation végétale. La première question que l'on m'a posée est: est-ce que l'alimentation végétalienne est recommandée à tout le monde ou est-ce qu'il existe des contre-indications? Alors, il faut savoir que certaines catégories de population, par exemple les sportifs, les enfants, les femmes enceintes, ont des besoins très particuliers, ont des risques de carence qui sont accentués parce qu'en fait leurs besoins en certains nutriments, en certaines vitamines sont augmentés. Donc il va falloir être plus ou moins attentif, hein. Il y a certaines vitamines notamment qui sont supplémentées chez la femme enceinte. Chez le sportif, c'est vrai qu'on est attentif à certaines choses, hein, parce qu'il y a des pertes, parce qu'il y a des besoins qui sont augmentés de par l'activité physique. Et en fonction de l'activité physique, en fait, les besoins ne seront de toute manière pas les mêmes. Donc dans ces cas-là, on va avoir finalement une attention particulière sur certaines vitamines, certains nutriments peut-être supplémentés. Dans tous les cas, il faut savoir que quand on a une alimentation omnivore dès l'enfance, il est compliqué en fait d'être intuitif sur une alimentation végétale sans aucun renseignement. Il y a quand même des choses à savoir. Finalement, si on mange végétal comme on mangeait omnivore, c'est là où on a un risque de carence. Parce que c'est vrai que l'alimentation omnivore des pays occidentaux actuels est composée de, notamment, je pense à des céréales très raffinées, on consomme très peu de légumineuses. Je pense aussi à beaucoup de personnes qui vont ne pas remplacer la viande ou la viande ou le poisson ou les protéines d'origine animale et qui vont simplement les supprimer de leur assiette. Donc finalement, on va se retrouver généralement avec une portion de féculents, une portion de légumes, et on n'aura pas réellement de protéines. Ou alors on va remplacer par du fromage et dans ce cas-là on va consommer des grosses quantités de fromage qui sont finalement, je pense au régime végétarien, hein, puisque dans le régime végétalien il n'y a pas de produits laitiers. Mais voilà, on va avoir en fait un déséquilibre alimentaire si on n'a pas un certain nombre de renseignements. Il y a des choses aussi à savoir qu'on abordera un peu plus tard, mais il y a notamment certains aliments qui vont être plus ou moins bien assimilés en fonction de leur association. Donc certains aliments qui vont devoir être associés ensemble pour être mieux assimilés, et d'autres aliments qui, associés ensemble, seront moins bien assimilés. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention, et notamment quand on sait qu'on a tendance à avoir certaines carences. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux carences, et que c'est pas parce qu'une personne A va très bien digérer quelque chose, très bien l'assimiler, que ce sera le cas d'une personne B. C'est vraiment de toute façon la nutrition quelque chose d'individuel. En plus de ça, certaines personnes vont nécessiter une mise en place progressive du régime végétal. Je pense particulièrement aux personnes qui sont très sensibles au niveau intestinal et qui vont très mal ou difficilement digérer les légumineuses et qui vont du jour au lendemain se mettre à consommer des légumineuses tous les jours parce qu'on leur a dit qu'il fallait en manger pour avoir des protéines. Dans ces cas-là, on va se retrouver en fait face à des personnes qui déjà vont être dégoûtées des légumineuses parce que quand on a mal au ventre, on n'a plus envie de manger la chose qui nous fait mal au ventre, ce qui est totalement normal et humain. Et en plus, si jamais ils digèrent mal, si jamais ils sont ballonnés, qu'ils ont mal au ventre, ça peut aussi signifier que leur intestin est irrité. Et un intestin irrité est un intestin qui va mal assimiler les nutriments, les vitamines, les minéraux de l'alimentation. Donc finalement on va se retrouver face à quelqu'un qui a mal au ventre, qui va se forcer à manger quelque chose en pensant que ça lui fait du bien et qui ne va pas assimiler ce qu'il mange parce que son intestin est irrité. Donc tout ça, ça peut nécessiter un accompagnement nutritionnel, un accompagnement auprès d'une diététicienne afin d'avoir une progression et d'amener progressivement vers une alimentation végétale équilibrée. En attendant, on peut trouver des solutions en fonction de ce que la personne souhaite ou ne souhaite plus consommer. Il est important de réaliser un bilan sanguin en amont de la mise en place d'un régime végétalien, puisque finalement si on démarre une alimentation végétale en ayant déjà des carences, on va se retrouver en fait soit à les accentuer, soit plus tard à faire des bilans parce qu'on n'est pas bien et à se dire que les carences sont dues à l'alimentation végétale alors qu'elles étaient peut-être déjà là avant. Et surtout en fait on va cibler et viser les points qui vont être un peu nos points faibles en fait. Parce que
Si une personne a déjà certaines carences avec une alimentation omnivore, alors elle peut très bien avoir une alimentation omnivore très déséquilibrée, mais ça peut aussi vouloir dire que ces nutriments-là sont plus ou moins bien absorbés par son organisme et qu'il va falloir y être attentif, puisque dans le règne milieu végétal, ils seront peut-être encore moins bien assimilés. Je pense notamment au fer. Le fer héminique, donc le fer de la viande, est normalement mieux absorbé que le fer végétal, donc non héminique, sauf que certaines personnes absorbent déjà très mal le fer animal. Donc dans ce cas-là, voilà, on va peut-être passer par des supplémentations et aussi faire des contrôles un peu réguliers pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carence. Nous ne sommes pas tous égaux et il peut exister certaines contre-indications voilà, chez des personnes qui absorbent vraiment très mal l'alimentation végétale. Si finalement on se met à manger de manière végétale mais qu'à côté on doit prendre des dizaines de vitamines, minéraux, c'est peut-être quelque chose à réfléchir aussi. Alors ensuite on me demande de décrire une assiette équilibrée. Alors une assiette équilibrée, que ce soit dans une alimentation animale ou dans une alimentation végétale, c'est plus ou moins la même chose. On va retrouver une source de glucides, donc ça peut être des glucides complexes, tout ce qui va être féculent, ou des glucides simples, des sucres rapides, donc les fruits, les sucreries, le sucre raffiné, etc. En sachant qu'il faut évidemment privilégier les glucides complexes, parce qu'ils sont moins rapidement assimilés et donc en fait vont maintenir la satiété plus longtemps, ils sont plus intéressants, ils ont un moins grand impact sur la glycémie. Ce serait un peu long de tout décrire, mais voilà, idéalement une source de glucides complexes, donc ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule, du quinoa, du sarrasin, des légumineuses. Là j'en ai quelques-uns à côté de moi, je peux vous montrer rapidement un peu pour vous donner une idée. Bon, les pâtes, le riz, je pense que jusque là tout va bien. Là je pense par exemple au quinoa, donc là j'ai du quinoa blond, mais il existe aussi du quinoa rouge, des mélanges de quinoa aussi. Donc voilà, hein, le quinoa c'est une toute petite graine qui, quand on va la faire cuire, va s'ouvrir. J'ai aussi, pour le coup, on connaît les pâtes, mais on connaît peut-être un peu moins bien et depuis peu de temps maintenant on découvre les pâtes de légumineuses. Donc là par exemple j'ai des pâtes de lentilles corail, donc dépénées, mais au lieu d'utiliser de la farine de blé, elles sont faites à base de farine de lentilles corail. Là j'ai aussi à côté des pâtes à base de haricots rouges. Donc voilà. Donc les cuissons sont beaucoup plus courtes et pour le coup la tenue n'est pas la même, hein. Il ne faut pas s'attendre à manger comme des pâtes de blé finalement, hein. C'est un autre aliment, mais ça peut permettre de varier aussi. Alors en termes de céréales, j'ai aussi du sarrasin qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins consommé. Donc le sarrasin, c'est une graine qui a une forme un peu triangulaire. Ensuite, je vous ai parlé un peu de tout ce qui était légumineuse. Donc légumineuse, qu'est-ce que c'est? Alors la légumineuse, elle peut être utilisée en féculents ou en protéines, parce que finalement, elle est riche en glucides complexes, mais elle est aussi riche en protéines végétales. Donc ça, c'est le deuxième aliment de notre assiette, ça va être la protéine. Donc la protéine, donc en temps normal, la protéine dans une alimentation omnivore, je vais plutôt dire, ça peut être la viande, le poisson, les œufs, voilà. Dans une alimentation végétale, on va être sur les légumineuses, le tofu, le tempeh, le quinoa, qui est aussi une protéine complète, donc qui peut servir de féculents et de glucides complexes féculents et de protéines. Là, j'en ai quelques-unes que je vais aussi pouvoir vous montrer. Donc là, j'ai le classique, les pois chiches. Donc voilà, les pois chiches, donc c'est pareil, hein, vous pouvez les acheter en boîte, l'idéal est de les acheter secs, mais c'est vrai que c'est un peu plus long, il faut les faire cuire, il faut les faire tremper, il faut les faire cuire. Donc là j'ai des pois chiches, j'ai aussi des pois cassés qui sont assez connus aussi, hein, finalement, les pois cassés, on connaît la soupe de pois cassés, on connaît bien. On peut aussi en faire des galettes, on peut en faire de la purée, enfin voilà, il y a quand même plusieurs possibilités. Assez connues depuis peu de temps maintenant, les lentilles corail, qu'on voit de plus en plus sur nos étals pour faire des dalles, des soupes, etc.
donc la lentille corail qui est une lentille orange. L'avantage de la lentille corail, c'est qu'elle cuit très rapidement. En 10 minutes, c'est cuit. Contrairement à une lentille qui peut cuire un peu plus longtemps. Donc là, j'ai aussi des lentilles un peu plus classiques. Hein. Là, par exemple, alors ça peut être des haricots rouges. Là, j'ai particulièrement des haricots azuki. Pourquoi pas faire des galettes, du houmous, y a une multitude de possibilités. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter comme légumineuses? J'ai ici des lentilles Belunga, donc c'est une variété de lentilles, hein, ce sont des toutes petites lentilles noires. Hop. Ce sont des toutes petites lentilles noires. Donc finalement, l'intérêt, c'est toujours de varier. Hein. Là, j'ai aussi, bon, le plus connu, c'est une légumineuse, hein, mais une protéine végétale. La plus connue, c'est du soja. Donc, vous pouvez l'acheter sous forme de tofu, sous forme de lait de soja, sous forme de yaourt de soja. Donc là, j'ai par exemple des graines. Donc, c'est vrai qu'on les voit moins souvent sous cette forme. Ce sont des petites billes rondes. Et en fait, quand on va les faire tremper, elles vont s'allonger un peu, elles vont se gorger d'eau, absorber une grosse quantité d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas consommer cru, hein, c'est toxique le soja cru. Donc il faudra bien le faire cuire. Donc vous pouvez par exemple, alors moi ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait tremper mes graines de soja hier. Je les ai rincées, je les ai rincées, je les ai mixées avec de l'eau. Donc j'ai fait du lait de soja. Une fois mon lait de soja confectionné, je l'ai fait chauffer bien une demi-heure. Alors c'est entre un quart d'heure et une demi-heure en général qu'on dit. Donc bien chauffer à feu doux, en remuant de temps en temps, en surveillant. Et ensuite, alors moi j'ai utilisé, j'ai filtré. Donc j'ai récupéré ce qu'on appelle l'okara. C'est la pulpe en fait, c'est tout ce qui reste des graines de soja. Donc on a le jus ou lait, mais on n'a pas trop le droit de dire lait. Donc le jus de soja et on a toute la pulpe qui s'appelle l'okara et donc ça on peut l'utiliser pour mettre dans des gâteaux, des cookies. Alors moi par exemple aujourd'hui j'ai fait des boulettes d'okara, donc en mélangeant avec de l'oignon blanc, carottes, courgettes, du cumin, du curry, bon voilà j'ai mis tout ce que j'aimais, un peu d'ail. Et j'ai fait des boulettes et j'ai fait cuire au four. Donc je pourrais par exemple manger dans une sorte de couscous avec de la semoule ou du quinoa, des petits légumes, voilà par exemple. Avec le lait qui me restait, alors j'aurais pu le consommer comme ça, j'aurais pu en faire des yaourts. J'ai décidé de le faire cailler, donc avec du jus de citron, pour en faire du tofu. Donc voilà, donc j'ai fait mon tofu, je l'ai pressé et je me suis retrouvée avec mon bloc de tofu que j'ai bien laissé égoutter. Et là pour le coup, ben, aujourd'hui j'avais envie de faire de la feta végétale. Donc je l'ai coupé en morceaux et je l'ai mis à mariner avec de l'huile, des baies, du concentré de tomate, de la harissa. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Des herbes, de l'estragon, du capre, enfin voilà, j'ai des capres, pardon. J'ai mis tout ce que j'aimais, donc là je laisse mariner. Ensuite je pourrais l'utiliser en salade par exemple, comme de la feta en fait. Le soja, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut aussi acheter des préparations à base de soja. Donc là je pense notamment au tofu. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Typhoon. Donc là je vous ai sorti mes préférés. Donc j'ai le tofu fumé amande sésame qui est très bon. J'ai le tofu rosso que j'utilise pour faire des bolognaises végétales. Donc c'est celui-là qui est très bon aussi. Alors attention avec ce genre de produit à regarder quand même un peu les ingrédients. Ceux de chez Typhoon sont quand même relativement qualitatifs. Mais des fois ceux qu'on trouve en supermarché sont un peu riches en conservateurs, etc. Donc il faut faire attention. Et aussi à la quantité de lipides. Hein. Par exemple le tofu rosso est quand même assez gras. Donc par exemple quand je le mets dans une bolognaise, je vais éviter de rajouter de l'huile en plus. Voilà. Ensuite j'ai le tofu à l'ail des ours. Donc voilà, c'est un tofu qui est pas mauvais non plus, qui pour le coup lui aussi est assez gras. Mais du coup ben, on va pas forcément rajouter d'huile pour le faire revenir à la poêle. Donc c'est celui-ci, ça fait des petits palets. Alors là j'ai aussi, donc toujours à base de tofu, du tofu soyeux. Donc celui-là vient de chez Soy. Le tofu soyeux, vous pouvez l'utiliser à la place de la crème en fait, ou pour faire, alors on peut l'utiliser pour faire par exemple
Là, je suis en train de regarder, ils nous disent des sauces, des quiches, des gratins, des desserts. C'est exactement ça. Là, ils donnent un exemple de quiche, quiche à la courgette. On peut faire aussi, moi je pensais à tout ce qui était crème dessert, crème au chocolat, etc. Donc voilà, le tofu soyeux, c'est un ingrédient qui est assez intéressant. Et peut-être un peu moins connu que les tofu plus classiques. Ensuite, j'ai une autre source de protéines qui n'est pas forcément toujours très connue, c'est le sétan. Donc là, je l'ai pris chez Soy aussi. Bon, il est bien spécifié vegan. Hein. Donc le sétan qui est en fait une préparation à base de protéines de blé, donc de gluten. Simplement, donc il faut faire attention hein, si on est intolérant au gluten à ne pas consommer, mais voilà, c'est à base de protéines de blé, de gluten, donc ça peut permettre aussi de varier, de ne pas toujours consommer du tofu. Voilà, et ensuite, alors en protéines, il me restait aussi à vous présenter donc ceci, qui est assez intéressant. Hop. Ce sont des flocons de soja toastés. Voilà, un peu comme des flocons d'avoine. Hein. Bon, ils sont toastés, c'est un choix, ils existent toastés ou non toastés. Vous pouvez faire avec voilà, des préparations, des galettes, des muffins, ou tout simplement le mettre, pourquoi pas, dans du lait végétal, dans un yaourt végétal, pour faire une sorte de porridge. Voilà. Donc ça aussi c'est intéressant, ça permet de varier. Il en existe aussi à base de légumineuses. Hein. Par exemple ici j'ai des flocons à base de pois cassés. Donc c'est pareil pour intégrer dans des cakes, dans des soupes. Alors là je ne sais pas s'ils donnent des exemples ou des recettes particulières. Non, voilà, ils disent des purées, des soupes, vous pouvez en mettre dans des cakes, des choses comme ça, voilà. Ça peut permettre d'apporter un peu de protéines, un peu de goût, et surtout d'avoir à s'éviter la cuisson du pois cassé qui est très très longue. Voilà. Alors ensuite, donc je vous ai parlé des glucides, des protéines, on a aussi la nécessité d'avoir une source, donc tout ce qui va être à base de vitamines, minéraux, etc. Ça va être les fruits et légumes. Donc voilà, on va fruits, légumes, crus, cuits, on se fait plaisir en fonction de la saison, parce qu'ils sont toujours plus riches en nutriments. Et une source de lipides, très important. Alors comme je vous disais, certains tofu sont déjà source de lipides, donc en fonction de la quantité de lipides, on peut plus ou moins en rajouter dans le repas aussi, et en fonction de ce qu'on va manger sur le reste de la journée. Mais voilà, des lipides, donc ça peut être de l'huile, de la margarine, de la noix de coco, de l'huile de coco, de la crème de coco, des crèmes végétales, de l'avocat, des graines, des noix, etc. Donc là, par exemple, j'ai moi des graines de chia. Donc qui sont ces petites graines qu'il faut absolument faire tremper pour pouvoir les assimiler. Hein. Finalement, on ne peut pas les saupoudrer comme ça. Il faut les faire tremper pour qu'elles gonflent et qu'elles se développent. Ça peut aussi servir d'œuf en fait. Ça donne une texture un peu visqueuse qui rappelle un peu le blanc d'œuf. Et donc des fois, c'est utilisé pour remplacer justement les œufs dans certaines préparations. Là, j'ai aussi des graines de courge. Donc voilà, graines de courge. Graines de tournesol. Là j'ai des graines de sésame aussi, donc il existe du sésame blond, du sésame noir, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut l'utiliser pour faire du gommasio aussi, c'est du sésame grillé mélangé avec du sel, qui peut donner du goût et permettre de rajouter moins de sel aux préparations. Et ensuite je pensais aussi aux purées d'oléagineux. Donc là j'en ai 3 à vous présenter, peut-être les plus connus, mais il en existe une multitude. Hein. Donc on a par exemple la purée d'amandes, donc là j'ai de la purée d'amandes complète parce que c'est ma préférence, mais elle existe aussi en amandes blanches, amandes grillées, etc. Donc là il faut bien regarder hein, les ingrédients, amandes complètes et c'est tout, il n'y a rien d'autre, hein. C'est vraiment tout simple, ce sont juste des oléagineux mixés. Là j'ai, bon, sûrement la plus connue, le beurre de cacahuète ou purée de cacahuète, hein, donc il existe en crunchy avec des petits morceaux ou en plus lisse. Là en l'occurrence il y a peut-être une pointe de sel, non même pas, il n'y a même pas de sel dans celui-là. Des fois il y a un peu de sel, il faut bien faire attention parce que certaines purées de cacahuète ou certains beurres de cacahuète sont enrichis en huile, notamment je pense l'huile de palme, donc voilà, donc c'est pas forcément toujours terrible, hein, il y a besoin de rien d'autre que des cacahuètes.
Là j'ai aussi, bon alors peut-être moins connue sous cette forme, mais c'est la purée de sésame. Donc moi je la prends complète, elle existe blanche aussi. La purée de sésame qui peut être intégrée pareil dans des cakes, dans des préparations, mais surtout elle est utilisée, donc on appelle ça le tahin ou le tahini dans le houmous. C'est ce qui donne un peu ce goût un peu particulier au houmous, c'est la purée de sésame, tahin ou tahini en fonction des cultures. Donc ensuite on me demandait quelles étaient les meilleures sources de protéines végétales. Les meilleures sources de protéines végétales sont donc, comme je vous disais, tout ce qui est à base de soja qui est complet, qu'on peut directement, en fait, les meilleures sources de protéines végétales sont les sources de protéines végétales qu'on peut directement assimiler, donc qui n'ont pas besoin d'être associées. Donc tout ce qui va être soja, le quinoa aussi qui est une très bonne source de protéines, donc ce sont les deux meilleurs à mes yeux, hein, voilà. Donc le soja, ça peut être du tofu, des yaourts, du lait de soja, voilà, on a plusieurs possibilités. On a le tempeh aussi, donc j'en ai pas là, mais c'est pareil, hein, du soja un peu fermenté avec des graines dedans. Donc ensuite on a les légumineuses qui sont une très bonne source de protéines végétales, mais qui vont devoir être assimilées à une source de féculents. En fait, donc j'ai une fiche sur les protéines végétales que je vous joindrai. En fait, si vous voulez, les protéines... les légumineuses ne sont pas une protéine complète. La protéine, c'est un ensemble, comme un collier de perles, en fait, il faut s'imaginer. Donc, il y a plein de petites perles. Et dans les légumineuses, il manque certaines perles pour qu'on puisse les assimiler. Comme si le collier, on ne pouvait pas le fermer, en fait, s'il manquait les crochets. Donc, voilà, il manque une certaine partie du collier pour qu'elle soit assimilée. Donc, il faut les associer à des céréales. Pas forcément sur le même repas. Hein. Si vous mangez des pois chiches le midi et de la semoule le soir, en fait, ça va s'associer. Alors, quelles sont les meilleures sources de lipides et quelles sont celles à éviter ? Donc les meilleures sources de lipides, ça va être tous les lipides qui sont riches en oméga 3, puisque finalement on a tendance à manquer d'oméga 3. On a un déséquilibre au niveau des portions oméga 3, oméga 6, donc on a souvent tendance à consommer trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc là encore j'ai une fiche qui résume un peu tout ça, enfin qui présente un peu visuellement les oméga 3, les oméga 6, et que je vous joindrai en fait avec la vidéo peut-être en lien, je vais voir un peu comment on peut faire ça. Mais voilà. Donc au niveau des sources d'oméga 3, on a le lin, les trois principales, le lin, en tout cas en végétal. Hein. Le lin, les graines de chia, donc les graines de chia, pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle, ce sont ces petites graines blanches qu'on trouve finalement maintenant en magasin bio, mais aussi en magasin traditionnel, hein, de plus en plus. Donc le lin, les graines de chia, le colza, donc consommer de l'huile de colza accrue en salade parce que l'huile de colza supporte très mal la cuisson comme tout ce qui est riche en oméga 3. Voilà, donc on a aussi un peu dans l'huile de soja, mais celles qui sont vraiment intéressantes c'est le lin, les graines de chia ou graines de chia, on a plusieurs prononciations, ou le colza. On va essayer d'éviter tout ce qui va être graisse trans et graisse saturée. Alors graisse saturée, il en faut, elles ne sont pas à éliminer de l'alimentation. Dans l'alimentation végétale, les seules graisses saturées sont présentes dans la noix de coco. Donc bon, on en consomme rarement trop. Par contre, il va falloir faire attention à tout ce qui est graisse transsaturée. Donc ce sont les graisses transformées par l'industrie agroalimentaire. Et ça, on en retrouve et de plus en plus dans l'alimentation végétale, puisqu'en fait, on trouve de plus en plus de produits... Qui peuvent être utilisés en alimentation végétale. Hein. Je pense notamment à toutes ces petites saucisses, aux glaces véganes, aux choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer si on aime ça. Ça veut juste dire qu'il faut se souvenir que quand on consomme des petites saucisses végétales, c'est comme si on consommait des saucisses un peu de type knacky, des choses comme ça en alimentation omnivore en fait. C'est peut-être meilleur pour vous, pour votre éthique, pour toutes les raisons pour lesquelles vous êtes végétarien, mais c'est quand même à consommer voilà, de la même manière qu'une glace de même type dans une alimentation végétale, donc de manière modérée. Quitte à varier peut-être hein, avec des sorbets, voilà, des choses comme ça, si vous aimez vraiment les glaces, pour éviter d'en consommer peut-être trop souvent. Quelles sont les meilleures et les pires sources de glucides? Quelles sont celles à éviter? Le sucre c'est un plaisir, c'est quelque chose d'agréable, on peut faire des desserts, on en trouve dans le chocolat, notamment dans les fruits aussi, hein, c'est du sucre rapide même si c'est un peu à part. Donc idéalement avoir une majorité de sucre complexe. Lorsque l'on consomme des fruits, les privilégier entiers puisqu'on conserve les fibres, on conserve vraiment tout. Après, en sachant toujours, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, que les fruits sont riches en fibres, irritante pour l'intestin. Un intestin irrité est un intestin qui absorbe mal. Donc il faut aussi varier, hein, évidemment, on peut varier avec des fruits cuits, des compotes, des choses comme ça.
Pour éviter les trop grosses variations de glycémie, on va quand même limiter l'apport de sucre blanc. On peut remplacer par exemple par des sucres complets, du sucre de coco, du sirop de coco, des choses comme ça, voilà, qui sont un peu assimilées de manière un peu moins rapide et qui vont moins faire varier la glycémie. Alors ensuite on me posait des questions un peu plus spécifiques, donc notamment est-ce que l'alimentation végétale est recommandée à tout âge? Donc c'est vrai que j'ai un peu abordé le sujet en début de vidéo déjà. L'alimentation végétale peut être mise en place à tout âge, mais elle demande une alimentation particulière dans certains cas. Je suis peut-être un peu plus réservée sur les enfants, les tout petits. C'est quelque chose qui est moins connu pour le moment alors qu'il se fait progressivement, mais pour le coup ça demande vraiment un contrôle très rigoureux. C'est pas du tout quelque chose à mettre en place comme ça en essayant d'être un peu intuitif. C'est quelque chose de très particulier chez les enfants en bas âge, chez les personnes âgées aussi qui ont des besoins très spécifiques. Quels sont les besoins spécifiques du nourrisson? En fait le nourrisson, donc comme je vous disais, c'est très particulier. Il y a finalement une évolution dans l'alimentation, dans les besoins qui est très rapide, donc c'est difficile à expliquer comme ça. En fait c'est vraiment au cas par cas, c'est aussi en fonction de l'enfant, de l'évolution de l'enfant, de son environnement, de voilà les spécificités de l'enfant. C'est très particulier les nourrissons, on ne peut pas donner une généralité. Dans tous les cas les enfants en bas âge et les nourrissons notamment ont des besoins beaucoup plus importants que nous en termes de pourcentage en lipides, donc tout ce qui va être matière grasse. Et notamment matières grasses saturées, puisqu'en fait ce sont ces matières grasses qui vont constituer en partie les neurones. Donc c'est très important lorsqu'on a le cerveau qui se construit d'avoir un apport en matières grasses saturées suffisamment important pour que le cerveau puisse se construire correctement. Donc voilà, donc tout ce qui va être développement cérébral, cellulaire, etc. On a un besoin en lipides qui est augmenté chez l'enfant. Donc les besoins spécifiques d'un enfant, c'est pareil, je ne peux pas vraiment y répondre comme ça, c'est quelque chose de très particulier qui va être pris au cas par cas, ça dépend de l'enfant, ça évolue très vite en fonction de l'âge de l'enfant, donc ça doit être défini de manière individuelle. Les besoins spécifiques d'une femme enceinte, donc ça va être un peu la même chose, enfin ça va être de toute façon la même chose que chez une femme omnivore. Donc il y a trois choses qui sont très importantes chez la femme enceinte à surveiller. Alors je pense notamment à la vitamine B9, qui est la vitamine qui est indispensable à la synthèse d'ADN et qui va être responsable de la formation du tube neural de l'enfant notamment. Enfin voilà, plusieurs choses, le développement du fœtus, le renouvellement cellulaire. Et en général on demande en fait à avoir, lorsque la grossesse est prévue, parce que c'est pas toujours le cas, une supplémentation en amont de la grossesse. Donc au moins 3 mois avant d'essayer de tomber enceinte, il est recommandé d'avoir une supplémentation en vitamine B9 chez tout type de population, quelle que soit son alimentation. Donc c'est une vitamine à laquelle il faut être particulièrement attentif. On a aussi un besoin plus important en fer, tout simplement par prévention des pertes de sang au cours de l'accouchement, mais aussi parce qu'on a la formation des tissus, le volume sanguin qui augmente, etc. Lors de la formation du fœtus. On a aussi des besoins qui sont augmentés en protéines. Alors là c'est pareil hein, pour la formation des tissus du nourrisson, mais aussi pour la confection du lait maternel, donc particulièrement en fin de grossesse. Là on va être très attentif aux besoins en protéines et au moment de l'allaitement, hein, si la femme choisit d'allaiter son enfant. Donc voilà, et puis tout ce qui va être l'augmentation des tissus, donc c'est-à-dire la poitrine, le fœtus, le placenta, enfin voilà, tout le volume sanguin, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc un besoin augmenté en protéines. De manière générale, la femme enceinte a de toute façon des besoins augmentés en énergie, mais surtout en vitamines, en minéraux. Enfin voilà, c'est vrai que quand on est enceinte, on fait partie des personnes fragiles, des personnes plus vulnérables, des personnes dont l'alimentation va être peut-être un peu plus surveillée. On va devoir avoir une alimentation un peu plus rigoureuse, un peu plus équilibrée que ce qu'on aurait eu en temps normal. Quels sont les besoins spécifiques du sportif ? Alors, le sportif a des besoins spécifiques, bon ça on le sait, hein, en protéines, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais pour la construction des tissus, etc. On a des besoins, de toute façon, en minéraux et en vitamines qui sont augmentés de la même manière. Hein. Quand on veut être sportif, qu'on veut être efficace, il va falloir faire attention un peu à tout et avoir une alimentation équilibrée pour avoir les meilleures performances possibles. Le fer chez la femme sportive qui est
est jeune, hein, qui a ses menstruations et donc qui perd en plus du sang tous les mois et pour le coup très très augmenté. C'est quelque chose qui est difficile à atteindre dans l'alimentation omnivore. En alimentation végétale, ça peut parfois demander une petite supplémentation. On a un besoin qui est augmenté en eau pour pallier les pertes liées à la sueur évidemment. Un besoin notamment en sel et en potassium qui ont un rôle au niveau musculaire. Donc voilà, dans la régulation musculaire et du coup dans la régulation cardiaque puisque le cœur est un muscle. Et puis aussi pour retenir l'eau parce que finalement le sel va permettre d'éviter de se déshydrater aussi. Donc voilà, et on a aussi le magnésium qui va permettre de lutter contre la fatigue, contre les problèmes de transit et contre les crampes musculaires. Donc ça c'est quelque chose qui peut être supplémenté à certaines périodes en fonction de l'activité physique. Toutes ces choses on va faire un peu attention, mais ça c'est aussi le cas dans l'alimentation omnivore, c'est pas spécifique au régime végétarien ou végétalien. Alors, les besoins spécifiques des personnes âgées, donc ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes âgées. Au même âge, on a des personnes qui sont dans des états nutritionnels ou dans des états de forme physique très différentes. Donc en fait, c'est toujours au cas par cas. Notamment, on a un besoin qui est augmenté en protéines pour lutter contre la sarcopénie, donc c'est la perte musculaire chez la personne âgée. Donc perte de masse maigre, dénutrition, donc voilà, au besoin augmenté en protéines et de manière générale, voilà, en vitamines. Par contre, on a un besoin qui diminue chez les personnes âgées, notamment chez les femmes, lorsqu'elles sont ménopausées, on a besoin de moins de fer finalement, puisqu'on a plus de perte de sang qui a lieu tous les mois et qui fait perdre du fer avec le sang. Donc, il y a un petit avantage quand même. Alors, est-ce qu'on a un risque de carence en fer lorsque l'on est végétarien ou végétalien? Donc, comme je vous ai expliqué au début, le fer qui est végétal, donc qui est appelé non héminique, est moins bien absorbé que le fer animal. En fait, on considère que le fer végétal est absorbé à raison de 5 à 15%. Donc, on absorbe 5 à 15% du fer qu'on consomme dans l'alimentation végétale, alors qu'on est à peu près aux alentours de 30% pour le fer animal. Donc, oui. Le fer n'est pas à négliger, on peut très bien être carencé en fer en étant omnivore, on peut très bien ne pas être carencé en fer en étant végétalien, mais c'est vrai que ça fait partie des nutriments auxquels il faut faire particulièrement attention quand on prend une alimentation végétale, et notamment comme je vous disais chez la femme, où le fer est quelque chose de vraiment très un risque de carence en fait plus important. Donc pour être correctement assimilé, le fer va devoir être associé à une source de vitamine C. Finalement, la vitamine C va aider l'organisme à intégrer le fer végétal. Donc voilà. Et il y a une chose à laquelle il faut faire attention, donc c'est ce que je vous disais, des fois il faut associer et des fois il faut dissocier. Donc au niveau du fer, en fait, on a les tanins qui diminuent l'absorption du fer. Donc les tanins vont être retrouvés dans le thé, donc c'est tout ce qui va être théine, caféine, le café, et puis le vin. Donc voilà, donc il va falloir faire attention à ça. C'est vrai, quand on a peut-être une petite tendance à être un peu anémique, on va éviter de boire le café à la fin du repas et attendre un petit peu, peut-être 2 heures avant de boire son café si c'est possible. Alors le calcium, on en parle souvent dans l'alimentation végétalienne. On retrouve du calcium végétal dans tout un tas d'aliments, notamment les légumes verts, les légumes feuillus, donc ce qui va être les épinards, les blettes, les choses comme ça. On peut y aller à fond, c'est riche en calcium, c'est super intéressant. Le chou, les choses comme ça, tout ce qui va être à base de chou, le brocoli, super riche en calcium. Mais aussi les oléagineux et les graines de manière générale, les fruits secs aussi. Les graines, donc comme je vous disais tout à l'heure, graines de courge, graines de tournesol, ça c'est riche en calcium. Donc on n'hésite pas à en saupoudrer sur les pâtes, sur les salades, les choses comme ça. Enfin voilà, c'est surtout pas hésiter à prendre en collation si vous faites du sport. Ça peut être très pratique en fait d'avoir un mélange de fruits secs, donc raisins secs, abricots secs, figues sèches, avec des petites graines comme ça. Pourquoi pas vous faire des barres de céréales.
Alors, la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qu'on retrouve souvent dans les carences, mais aussi chez l'omnivore. En fait, l'été, on peut la synthétiser. Hein. Vous vous exposez 20 minutes au soleil, bras découverts, visage découvert. Vous avez votre dose de vitamine D pour la journée. Le problème, c'est qu'en hiver, quand il n'y a pas de soleil ou que le soleil est un peu caché par les nuages, ben, on ne peut pas synthétiser de vitamine D, en fait. Donc on va pouvoir se supplémenter hein, idéalement comme les omnivores en fait. Là-dessus il n'y a pas de miracle. Alors en iode, donc on en retrouve dans l'alimentation omnivore au niveau des poissons, les choses comme ça, mais surtout à l'heure actuelle dans les sels. Il faut faire très attention quand vous achetez votre sel, que ce soit du sel iodé, sinon il faudra effectivement vous supplémenter en iode. Alors sinon, il faudra effectivement vous supplémenter en iode, soit en consommant des algues, soit voilà, en vous supplémentant avec des suppléments spécifiques. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des sels iodés, donc pourquoi pas essayer de les consommer. Un risque de carence en protéines. Alors, comme je vous disais, il faut quand même avoir une consommation de protéines. Hein. L'alimentation végétale est riche en protéines, mais il faut aller vers ces sources de protéines. Donc il faut faire attention. Et il faut bien faire attention à avoir des associations hein, entre les légumineuses, les féculents, en mangeant équilibré, voilà, en ayant une petite notion de tout ça. En l'occurrence, il n'y a pas de souci. Alors peut-être qu'on ne va pas avoir des taux de protéines qui vont exploser les plafonds comme dans certaines alimentations animales, mais c'est pas non plus nécessaire. Et à la rigueur, un apport en protéines trop important et plus, c'est comme tout, hein, c'est la dose qui fait le poison, mais un apport en protéines trop important n'est pas bon non plus. De toute façon, les protéines en excès, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, se transforment en graisse, donc en fait, c'est pas judicieux. Hein. Et surtout, c'est très mauvais pour les reins, hein, ça peut provoquer diverses pathologies rénales. Donc généralement, il n'y a pas trop de soucis avec les protéines hein, dans l'alimentation végétale. Alors généralement, il y a 3 raisons qui conduisent vers l'alimentation végétale: le bien-être animal, donc moi c'est ce que j'appelle l'éthique, l'environnement. Donc là, sur l'environnement, on vous mettra une petite affiche. C'est vrai que moi j'en parlais du coup avec Danae, avec qui je tourne cette vidéo. Tout ce qui est environnement, écologie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ma vie personnelle, mais ça n'est pas forcément mon métier. Enfin voilà, je suis pas spécialisée là-dedans, donc pour éviter de dire des bêtises, on va vous mettre quelques documents, quelques références. Alors du coup, la deuxième raison, c'est la santé. Est-ce que les végétaliens sont moins sujets aux maladies grâce aux végétaux qu'ils consomment quotidiennement? Une alimentation omnivore peut être très équilibrée. On peut avoir aucun souci de santé si on mange de manière omnivore en faisant attention. Enfin, et tout comme on peut avoir beaucoup de soucis de santé aussi, des fois, comme le fumeur peut ne pas avoir de cancer et le non-fumeur peut en avoir. Hein. Ça, c'est aussi par rapport aux gènes, à l'environnement, à tout un tas de choses. Mais oui, l'alimentation végétale, on a plus tendance à manger équilibré. En fait, quand on est végétarien, végétalien, on mange plus facilement des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, donc des fibres. On est souvent plus attentif à sa santé, en fait. Et du coup, on a tendance peut-être à être un peu moins malade. Et notamment, alors ça, on va en parler après, au niveau des maladies métaboliques. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. L'alimentation végétalienne est souvent perçue comme un régime minceur très restrictif. Qu'en penses-tu? Alors je pense que l'alimentation végétale, certaines personnes vont se tourner vers l'alimentation végétale dans le but de perdre du poids. Pour moi, c'est pas une bonne solution parce qu'en fait, quand on est dans cette optique-là, on a tendance à ne pas manger suffisamment. Et l'alimentation végétale, c'est une alimentation dans laquelle il faut justement manger plus. Parce que il faut absorber, enfin voilà, comme je vous disais, l'absorption n'est pas la même de certains nutriments, donc il faut manger plus. On peut manger plus en fait, parce qu'en général les plats et les aliments qu'on mange sont moins riches, moins énergétiques, pas toujours le cas, mais parce que l'huile ça reste de l'huile et c'est végétal l'huile, mais voilà, de manière générale on mange moins riche, donc il faut manger plus. Et c'est vrai que quand on est dans cette optique là, on a tendance à pas manger assez et avoir des risques de carence, à tomber malade, et finalement ça c'était pas judicieux. Alors peut-être qu'on perd du poids, mais on n'est pas en bonne santé, donc c'est pas très intéressant.
Quel est le bénéfice de cette alimentation sur le cancer du côlon? Et bien comme je vous disais, l'alimentation végétale est plus riche en fibres et l'apport en fibres est préventif sur le cancer du côlon. On a un meilleur transit, on élimine mieux et du coup ben, on a moins de risque de cancer du côlon. Donc bon, c'est voilà. C'est un bénéfice plutôt positif de ce côté-là. Sur l'hypertension, le diabète, les pathologies cardiovasculaires, c'est la même chose. C'est plutôt positif dans le sens où on consomme, sauf si on se nourrit d'aliments, comme on dit, ultra transformés, riches en graisses transsaturées, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Sinon, on consomme en fait moins de graisses saturées qui sont finalement responsables de ces pathologies qui sont un peu inflammatoires au niveau de l'organisme. Donc, on lutte en fait contre ces pathologies. C'est vrai qu'il y a aussi l'effet, comme je vous disais, on a tendance à être plus attentif quand on est végétarien, végétalien, on est plus impliqué dans sa santé. Comme je vous disais, il y a tout ce qui est produits industriels riches en graisses saturées mais aussi en sel, donc être très attentif au sel pour l'hypertension. Attention, le sel il en faut, il est hors de question d'éliminer le sel de son alimentation, c'est indispensable à de nombreuses fonctions. Donc voilà. Et concernant le diabète, il faut quand même être attentif à ne pas se nourrir uniquement de fruits et de produits sucrés et de jus, et voilà, parce que sinon c'est pareil, la glycémie va faire le yo-yo et c'est pas bon du tout. Pourquoi a-t-on perdu l'habitude de consommer les légumineuses? Alors moi j'ai une explication qui m'est propre, peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà, moi c'est celle qui m'est venue en fait quand on m'a posé la question, tout simplement parce qu'à l'époque les légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, etc., étaient une source de protéines peu coûteuse, donc qui étaient en fait, en comparaison des protéines animales, plus réservées à la population pauvre. Aux agriculteurs, enfin voilà, ils cultivaient et la population un peu plus riche, un peu plus châtelaine avait des protéines animales qui étaient plus rares chez les classes basses. Et du coup, dès qu'on a pu avoir accès aux protéines d'origine animale, on a vu ça un peu comme quelque chose de précieux. Et on a un peu délaissé les protéines végétales qui en plus sont accusées de pas mal de maux au niveau digestif, etc. C'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des méthodes en les faisant tremper, en mettant un peu de bicarbonate, en enlevant les peaux des pois chiches notamment. Il y a des méthodes pour mieux les digérer. Mais ça reste quand même riche en fibres. Et en fait, moins on est habitué à en consommer, moins on les digère. Farine vs grain. Complet ou pas complet. Alors là, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi. Donc, moi, je suis évidemment pour qu'on puisse consommer au maximum des grains complets. Cependant, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont irritants pour l'intestin. Et un intestin irrité est un intestin qui absorbe mal. Donc finalement, quelqu'un qui n'aime pas ou qui est gêné par la consommation de graines entières, moi je conseille toujours, si on n'aime pas ou qu'on ne digère pas les pâtes complètes par exemple, on prend des pâtes blanches. En fait, les fibres, etc., on les trouvera ailleurs. C'est pas grave. Mais il faut que l'alimentation reste un plaisir. Et surtout, il faut préserver son intestin. Alors ensuite, on me demandait entre le riz blanc et le riz complet, ce qui était le mieux. C'est toujours pareil, voilà, c'est un peu l'exemple des pâtes que je prenais. C'est en fonction des goûts, de la tolérance, etc. L'idéal étant de varier, pourquoi pas aussi, des fois ils font des mélanges. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus vraiment l'idée c'est de varier. Légumes frais ou légumes congelés, alors contrairement à ce qu'on pense, les légumes frais c'est super, le souci c'est qu'un légume frais qui est dans votre frigo depuis 3, 4, 5, 6 jours, il a moins de vitamines, de minéraux qu'un légume qui a été congelé juste après récolte. Donc les légumes frais, oui, s'ils sont frais, après un légume trop vieux c'est moins intéressant. Donc les légumes surgelés, ça peut aider, c'est pratique, on peut toujours en avoir de côté, ça permet aussi de consommer des légumes hors saison, si vraiment on adore certains légumes et qu'on a envie d'en consommer alors que c'est pas la saison, au moins on sait qu'ils ont été récoltés en saison. Donc voilà, donc moi je suis pas contre les légumes congelés, au contraire. Les légumes en conserve, c'est bien ou c'est pas bien? Alors les légumes en conserve... les fibres sont ramollies, il y a beaucoup moins de vitamines. Alors, les légumes en conserve, les fibres sont ramollies, il y a beaucoup moins de vitamines. Pour moi, ça peut dépanner. Après, c'est vrai que même gustativement, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Disons que ça peut être pratique d'en avoir, mais disons, à choisir entre de la conserve et du surgelé, il faut peut-être mieux privilégier le surgelé. Alors,
Est-ce que le bio c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est pas mieux? Alors le bio, il faut savoir que les réglementations ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc un bio qui vient de l'étranger, même si pour être affiché bio en France, il doit respecter certains critères, il sera jamais bio de la même façon qu'un bio qui a été cultivé en France. Ça dépend en fait de ce que vous recherchez vraiment. Moi c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les produits français locaux. Donc français locaux, oui, enfin locaux en priorité, parce que c'est vrai que je me dis que je préfère consommer du local, pas bio, que du bio suremballé qui vient de l'autre bout du monde. Au-delà de la santé, il y a aussi l'aspect écologique qui est important dans le bio ou dans l'alimentation, pour moi tout du moins, après c'est quelque chose de personnel. Mais voilà, c'est un choix personnel, oui c'est mieux, on absorbe moins de pesticides forcément, mais voilà, il faut savoir aussi avoir un esprit un peu ouvert et ne pas dire c'est bio donc c'est bien. Alors, à quoi servent les antioxydants? Ils luttent contre les radicaux libres et donc le vieillissement cutané notamment, mais aussi des cellules, etc. Et ils se trouvent dans tous les végétaux frais. Le tofu, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, le tofu, comme je vous disais, il existe des variétés aromatisées. Moi, c'est vrai que le tofu blanc, tout simple, consommé comme ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu caoutchouteux, ça n'a pas trop de goût. On peut le faire mariner, on peut le faire frire, on peut le faire, voilà, on peut faire une multitude de recettes. C'est vrai quand quelqu'un consomme du tofu blanc comme ça, en général, il dit le tofu c'est pas bon. Oui, mais il y a plein d'autres possibilités. Donc moi, je vous conseille vraiment la marque Typhoon qui fait des tofu aromatisés qui sont pour moi extra. Peut-être le tofu fumé. Alors il y a le normal et il y a le amande noisette. Donc pour goûter un premier tofu, je pense que c'est peut-être un des meilleurs. Le tempeh, donc le tempeh, je vous disais, c'est du soja fermenté en fait, donc c'est un peu particulier au niveau de l'odeur et du goût. C'est un peu plus compact, le goût est plus prononcé que celui du tofu. Il y a des graines, donc il y a une texture un peu différente, des fèves en fait. Et son goût rappelle un peu celui du champignon, de la levure, des noix, enfin tous ces aliments en fait ont cet arôme un peu fermenté. Donc c'est particulier. Il contient des fibres, du potassium, du cuivre, du phosphore, du magnésium et pas mal de vitamines dont la vitamine B. Donc c'est quand même intéressant si on aime ça de pouvoir en consommer un peu régulièrement. Le tempeh est aussi riche en fer végétal, contrairement au tofu. Le sétan, qu'est-ce que c'est? Donc je vous disais tout à l'heure, je vous en ai montré. Le sétan, c'est cette protéine à base de blé, donc à base de gluten, qui est comme le tempeh en fait 2 fois plus riche en protéines que le tofu, donc très intéressant. Il a une texture qui rappelle beaucoup la viande. Je vous ai pas présenté, mais j'ai aussi par là des protéines de soja texturées, donc c'est pareil, ça rappelle beaucoup la viande, on peut les faire mariner, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités dans l'alimentation végétale. Voilà, après j'ai noté 2 questions auxquelles je me suis pas mis de notes, donc je vais improviser. Mon avis sur le frugivorisme et le crudivorisme. Alors, comme je vous disais, au niveau intestinal, moi c'est aussi là que ça me pose problème. L'absorption n'est pas optimale quand on a un intestin irrité. Quand on ne consomme que des fibres, on a forcément un intestin irrité. Et dans tous les cas, c'est vrai que ce soit frugivorisme ou crudivorisme, on ne peut pas avoir tous les nutriments nécessaires à l'organisme. Donc moi, ce ne sont pas du tout des régimes que je recommande. Je ne souhaiterais pas, par exemple, si quelqu'un me demandait d'intervenir pour l'aider à équilibrer un régime crudivore, pour moi, c'est pas possible. Donc je n'interviendrai pas. Voilà. Manger végétalien coûte-t-il plus cher? Eh bien écoutez, non. Pas du tout. C'est vrai que tout ce qui est tofu, produits un peu transformés, tout ce qui est purée d'oléagineux, comme je vous présentez, ça peut être un peu cher. On n'est pas obligé de consommer ces produits-là. Tout ce qui est graines, c'est parfois un peu cher, mais bon, par exemple, là, on en a pour quand même un moment. Une alimentation végétale peut être très peu onéreuse. Des graines comme ça, les amandes, les noix, etc., c'est pas donné. Le tofu. C'est pas forcément donné non plus, mais c'est pas plus cher que de la viande en réalité. Je comparais, c'est vrai que c'est pas plus cher. Un bloc de tofu, comme je vous présentais tout à l'heure, de 200 grammes, c'est entre 2 et 3 euros. Donc c'est pas plus cher que du filet de poulet par exemple.
Là où on va gagner de l'argent, c'est quand on va consommer des légumineuses qui sont très peu onéreuses et finalement, voilà, on a cette quantité-là, de poids à casser. On a quand même un certain nombre de portions là-dedans. Donc bon, là pour le coup, ça c'est moins cher. Tout ce qui est lipides, c'est vrai que les noix, etc. On peut tout simplement consommer de l'huile de colza, de l'huile d'olive, etc. L'huile de colza qui est très peu onéreuse. Après non, ça peut revenir beaucoup moins cher en fait de manger végétal. C'est vrai que si on commence à consommer tous les produits un peu transformés, un peu industriels, qu'on veut se faire plaisir, ça peut revenir cher. Mais en plus ce ne sera pas équilibré. Mais voilà, non. L'alimentation végétale n'est pas du tout plus chère. Il y a un produit que j'ai à côté de moi que je ne vous ai pas encore présenté, que je voulais quand même, dont je voulais vous parler. C'est la levure de bière. La levure, alors moi je la prends maltée, elle n'existe pas maltée. Alors maltée, elle a un arôme très particulier. On s'en sert pour faire du parmesan végétal, notamment. Donc voilà, donc c'est vraiment sous forme de paillettes, de levure en paillettes en fait. Donc pour faire du parmesan végétal, on la mixe avec des noix de cajou, du gros sel tout simplement. C'est très goûteux, c'est assez fort, donc ça peut être parsemé sur les salades, sur les pâtes, les choses comme ça. Et c'est très riche en vitamine B, donc très bon pour la peau, pour les yeux, voilà, toutes les choses comme ça. D'ailleurs en parlant de vitamine B, j'ai dû louper je pense une question parce qu'il me semblait avoir pris des notes sur la vitamine B12. Vitamine B12 qu'il est nécessaire de supplémenter chez un végétalien. Hop, j'ai essayé de la retrouver parce que du coup j'ai peut-être loupé d'autres questions. Bon, dans tous les cas, on pourra y répondre lors du live. Hop, bon, je sais pas où elle est passée. Donc du coup, la vitamine B12, voilà, qu'il faut absolument supplémenter dans un régime végétalien, mais en fait parce que les animaux que les omnivores consomment sont eux-mêmes supplémentés. Donc bon, on se supplémente par substitution quand on est omnivore. Mais voilà. Du coup, j'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que j'ai un peu fait le tour. J'ai répondu un peu à toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc on fera un live en fait. Alors on va essayer de le retranscrire en fait pour les personnes qui ne peuvent pas y accéder sur le moment en fait, qui ne sont pas disponibles par exemple. Voilà. Donc j'ai essayé de répondre à tout, on pourra discuter de tout ça, peut-être échanger, peut-être même pourquoi pas prévoir de faire une recette ensemble. Bon voilà, il y a tout un tas de possibilités. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.